Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans la salle du conseil municipal pour le dernier conseil municipal de l'année. Avant de commencer le conseil, je vous propose de nommer Julie Kiva comme secrétaire de séance afin qu'elle puisse procéder à l'appel. Y a-t-il des personnes qui s'y opposent? Non. Bonsoir à tous. Monsieur Charles-Alexandre Prokopovitch. Présent. Monsieur Christophe Franck. Présent. Madame Agnès Lelani. Présent. Monsieur Conrad Valran. Présent. Madame Zora El Basri donne pouvoir à Madame Marie-Christine Prokopovitch. Monsieur François Mortier. Présent. Madame Nathalie Pastoreto. Présent. Monsieur Thierry Lemans. Présent. Madame Marie-France Seyss. Présent. Monsieur Philippe de Bouril. Présent. Madame Irène Ferrand. Monsieur Jean-Claude Gavrin. Madame Pascale Demet. Madame Manuela de Freitas donne pouvoir à Madame Marie-France Seyss. Madame Marie-Christine Prokopovitch. Présente. Madame Valérie Solos. Madame Thécla Ménager. Présente. Monsieur Nicolas Ledru donne pouvoir à Madame Julie Quevard. Monsieur Marco Gigante. Présent. Monsieur François Desbouvry. Présent. Monsieur Gilbert Andelot. Présent. Monsieur Francis Pilois. Présent. Madame Séverine Rassoin. Monsieur Amaury Medji. Présent. Madame Marie Legros. Madame Claude Prince. Monsieur Gaëtan Jeanne. Présent. Monsieur Francis Ménager. Madame Mélanie Vanov. Monsieur Francis Landrec. Monsieur Frédéric Powell. Et Monsieur Michel Blondet. Donc, Monsieur Ledru va suspendre son pouvoir vu qu'il va arriver. Donc, ça prendra effet à son entrée effective dans la salle. Donc, comme habituellement, je fais des annonces et j'oublie le procès verbal, je vous propose cette fois-ci de commencer par l'approbation du procès verbal, comme ça je ne l'oublierai pas. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant le procès verbal ? Non. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Donc on peut le considérer adopté à l'unanimité. Enfin pas considérer, hein. Il est adopté à l'unanimité. Au niveau des annonces que je souhaite faire ce soir, on va faire un commentaire de l'actualité parce que malheureusement l'actualité est toujours compliquée, elle ne s'améliore pas. En tout cas, au niveau des bonnes nouvelles, l'esplanade Daniel Chabas est en fin de travaux. Ça y est, l'inauguration est prévue au mois de janvier. L'invitation officielle vous parviendra rapidement, mais il y a déjà des pré-dates qui vous ont été envoyées sur format numérique. Une bonne nouvelle qui est tombée hier soir au niveau de la représentation de la commune. Nathalie Pastore est élue au bureau du CIVU de la fourrière animale de la Mèche, ça s'appelle Animal je crois. Donc la ville sera représentée dans la création de ce nouvel outil qui remplacera la LPA qui est sur le site de Roubaix actuellement. Donc les choses avancent, certes un peu lentement à notre goût, mais ça avance et on est satisfait. Là, nous sommes toujours dans la période de collecte du Téléthon. La ville, avec les différentes associations, ont récolté jusqu'à aujourd'hui, donc au décompte un peu plus de 5 500 € pour le Téléthon, avec, je pense, l'ensemble du conseil municipal. On remercie l'ensemble des personnes qui se sont investies et les bénévoles et les associations pour ce grand moment important pour notre humanité. Ça permet de faire progresser la recherche, certes d'abord pour les enfants, mais c'est aussi pour l'ensemble des citoyens, et c'est sûr que pour les enfants, il y a une injustice supplémentaire quand il y a la maladie. Je vais aussi annoncer, mais on en parlera
le fait que la ville a touché le fonds de secours de l'État pour les dépenses énergétiques. On discutera au niveau de la décision modificative de crédit. Voilà les annonces. J'ai reçu au courrier ce matin le recensement de la population de la ville. Nous sommes stables, vu que nous étions à 13 798 habitants, nous serons au 1er janvier 2024 à 13 793. Voilà, donc on est sur une stabilité. Alors, recensement de 2021, applicable au 1er janvier 2024. Bien sûr, en population municipale et non en population totale, parce que la population totale est à 13 929. Mais la DGF se base que sur la population municipale, donc ça ne va pas augmenter les recettes de dotation de l'État. Avant de commencer l'ordre du jour, comme il a été un peu bouleversé par rapport aux commissions, j'ai reçu une question du groupe Agir Ensemble concernant les composteurs et les déchets, les biodéchets. Donc, je me permets de lire votre question et je vais y répondre en 2 temps. La ville a-t-elle prévu un accompagnement des citoyens lors du passage au compostage qui entre en vigueur au 1er janvier 2024 ? Alors, la question est simple, la réponse est plus compliquée parce qu'elle est à la fois technique et elle mêle plusieurs acteurs. Vous allez voir, la réponse va être très simple. Voilà. On a synthétisé, le service de développement durable m'a fait une note, mais comme vous le savez, je vais faire un petit commentaire personnel à la fin, et je pense qu'on va tous être d'accord. Tout d'abord, entre 2018 et 2020, des composteurs ont été distribués gracieusement. Certains de ces composteurs ont été revendus sur des sites internet. Je vais préciser quand même. Pas forcément des Lissois, mais il y a eu pas mal de sites qui étaient en vente sur le grand site de vente entre particuliers. Estimant que les Lissois ne s'étaient pas approprié leur composteur, une nouvelle distribution a été lancée. Le composteur toujours gratuit était donné, mais en contrepartie, une formation de compostage est obligatoire. Cette action n'a pas porté ses fruits, puisqu'aucun Lissois ne s'est inscrit. Bien sûr, c'est la MEL qui avait lancé ces actions, mais aucun Lissois ne s'est inscrit sur la dernière campagne, parce qu'il fallait faire une formation. Il semble qu'à très court terme, la MEL proposera une distribution de ces composteurs, à 2 composteurs moyennant une somme de 18 € et une formation obligatoire. Le nombre de composteurs sera distribué sera environ 75 par commune. Cela est effectivement dérisoire par rapport au nombre de foyers lissois, ce qui engendrera effectivement un sentiment de discrimination et d'injustice pour les foyers qui souhaitent s'y mettre et qui n'auront pas gain de cause. Concernant les composteurs collectifs, il ne s'agit pas d'une solution si simple, car il faut avoir des habitants motivés, prêts à trier correctement et entretenir régulièrement le composteur. À ce jour, la MEL étudie la possibilité de déployer des bacs de compostage afin de supprimer à terme les poubelles individuelles. Le manque de rigueur entraînera des mauvaises odeurs et nuisibles, fait inacceptable pour notre commune. Courant 2024, le service développement durable en partenariat avec la MEL pourra répondre aux diverses questions des administrés et les accompagner au mieux dans leur démarche de tri. L'obligation de trier ces biodéchets au 1er janvier 2024 est nuancée puisqu'il n'y aura pas d'obligation pour les ménages. Cependant, il ne sera plus possible de mettre en décharge ou en centre de valorisation énergétique des résidus contenant des biodéchets à partir de 2025. Voilà la réponse technique. Je vais faire ce commentaire, mais tout d'abord, la politique déchets dépend de la MEL, qui, pour financer cette politique, a augmenté la TOM, avec, pour résultat actuellement, un service dégradé. Je le rappelle à chaque fois, je suis l'un des seuls maires à avoir voté contre cette augmentation pour un service dégradé. Et puis, la solution des composteurs, ce n'est pas adapté à notre commune. Déjà, des personnes s'y sont lancées, et ils ne savent pas le gérer. On a un nombre de nuisibles qui a fortement augmenté. Les rats et souris, il y en a plus, il y a une sollicitation plus importante des services techniques, parce que je le rappelle, la ville
donne gratuitement des raticides pour supprimer les nuisances des rongeurs. Ce sont des rats et non des surbulots. Il faut appeler un chat, contrairement aux élus parisiens. Je pense que nous, on voit un peu la réalité des choses. Et là, je reprends une information de La Voix du Nord, que vous avez sans doute vue hier ou avant-hier. Pour les composteurs collectifs, il faudrait 5 bacs pour 50 foyers. Sachant qu'à Lys, nous avons 6343 adresses d'habitation. Il faudrait au minimum 127 bacs. Quand on voit la difficulté qu'on a eu à mettre 27 PAV en verre, vous imaginez, la ville deviendrait une poubelle à ciel ouvert. J'y suis totalement opposé. Je pense que les agents de la ville ont déjà assez de travail. Les députés hors sol ont encore voté une loi sans réfléchir sur les conséquences et surtout sur l'inapplicabilité de la mesure qu'ils ont votée. Donc en résumé, on va accompagner, on va soutenir la MEL dans ses politiques, mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens et surtout, la configuration de la commune empêche la mise en place de ces composteurs. Alors il y a eu beaucoup de débats sur les PAV en verre. Faut le faire, mais je pense que la personne qui aura un composteur juste à côté de son domicile ne va pas forcément être enchantée. Mais il y a une perte certaine de la valeur immobilière du bien et toutes les nuisances qui découleront de ces composteurs. Parce que c'est déjà pas évident la politique déchets dans la MEL. Si en plus on rajoute ça dans notre commune, je pense que les agents des espaces verts et du service propreté ont autre chose à faire. J'espère avoir répondu dans la mesure des moyens de la commune. Donc, sujet à polémique, mais on va tous être d'accord. L'ENT qui est inscrit, voilà, on vous en avait parlé, ça a été évoqué en commission. Il y avait des discussions qui se faisaient autour de l'espace numérique de travail. Il y a une délibération qui vous a été envoyée, qui a été recorrigée, remodifiée, et donc il y a la nouvelle délibération qui vous est ici soumise ce soir. Je vais passer la parole tout de suite à M. Wallerand qui va vous expliquer tenants et aboutissants, et je préciserai sans doute certaines choses. Oui, bonsoir à tous. Donc l'ENT, je vais répéter ce que c'est exactement pour que chacun puisse comprendre. L'ENT, espace numérique de travail, donc c'est un espace de communication qui relie, donc un espace informatique qui relie les parents ou les familles aux écoles et inversement. Donc ça a été créé en 2019 via un syndicat composé de membres élus du département et de la région, et donc qui a été financé par des fonds européens. Donc cette ENT sert de communication, c'est-à-dire transmettre des absences, transmettre des devoirs, des photos, des partages, le journal de l'école, des informations sur des événementiels, etc. En fait, ça a remplacé totalement le papier et le carnet de liaison. Et on retrouve cette ENT dans les collèges et lycées. Et chez nous à Lys, donc ça s'est très fortement développé puisque la quasi-totalité des familles, enfin la très grande majorité des familles et toutes les écoles l'utilisent. Et c'est le 9 novembre 2023 où on reçoit un courrier de Madame la rectrice en nous annonçant que si nous souhaitons maintenir cet outil de communication, c'était à notre charge, non seulement le coût, mais aussi la gestion du marché. Donc c'était un courrier sous forme d'ultimatum, et qui, si on laissait sans réponse, donc au 1er janvier, on retournait au papier et au carnet de liaison. Donc j'avais évoqué ça en information, à titre informatif en commission. On n'avait pas encore d'informations sur la suite à donner, puisque c'était en cours, et j'avais annoncé effectivement que
Maintenant, la main était, c'était aux maires et membres de la communauté urbaine de Lille de gérer cette histoire, hein, et de trouver une solution qui soit applicable à l'ensemble des communes de manière équitable, pour un coût qui soit acceptable. Et je laisse la parole au maire pour la suite qui a été donnée à cette problématique. Donc le sujet, nous on a été au courant le 9 novembre par le courrier de la rectrice, qui normalement n'aurait même pas dû nous envoyer un courrier. Car tout le monde sait que les écoles publiques sont financées, hormis le personnel enseignant, sont financées par les communes pour le premier degré. Sauf que les discussions avaient déjà eu lieu en amont. On parle d'un courrier de la métropole et de la région d'août 2023, pour un rappel, mais le premier courrier date de 2021. On est d'août 2021. On est quand même en août 2021. Entre août 2021 et novembre 2023, pour une fin d'action au 1er janvier 2024, il y avait quand même de quoi prévenir les communes. En tout cas, moi j'estime, et je ne suis pas le seul, je pense, à le penser, que ce n'est pas à la MEL de payer. Ça, on est tous d'accord, les écoles, ce n'est pas une compétence métropolitaine, c'est une compétence communale. Sauf que sur le coup, soit, alors je ne veux pas dire que vous revenez à l'âge de pierre, parce qu'on a tous connu ici, sur les bancs du conseil municipal, l'école sans le NT. Voilà. On est tous, on l'a tous vécu, on en est tous sortis, et je pense que même sans outils numériques, pour certains, on s'en est mieux sortis que d'autres avec l'outil numérique. Mais on ne peut pas dire aux enseignants, et surtout par rapport aux transmissions de dossiers, après pour le collège et pour les études et tout ce qui va avec, bah, finalement nous on arrête et on va être la seule commune de la métropole et donc des Hauts-de-France, parce que pour l'ensemble des autres communes des Hauts-de-France, ce sont les intercos qui ont pris la compétence à ne pas l'avoir. Voilà. Ça aurait été pas très juste et pas compréhensible, surtout pour les parents, parce que comme le disait M. Wallerand, on a quand même, nous, 100% des enseignants qui travaillent sur la commune qui l'utilisent, et plus de 80% des familles qui l'utilisent, et encore dans les 80%, il y a aussi beaucoup de publics en maternelle qui ne l'utilisent pas, c'est surtout au niveau de l'élémentaire, où il y a une proportion qui est quasiment à 100%. À noter le suivi pédagogique qui va jusqu'au lycée. Oui. Donc c'est vraiment le cursus de l'élève, et après ce serait des manipulations. Et donc, ça doit normalement enlever le papier. Alors je pense qu'il y a une consommation de papier qui a diminué, mais malgré tout, le papier est toujours présent dans l'école, il sera toujours présent parce qu'il y a quand même des gens qui l'utilisent toujours. La preuve, moi-même, j'utilise le papier, et je pense que tout le monde utilise encore le papier. Ceci dit, sur ce petit mot, on avait le choix d'adhérer seul à un marché, sans concurrence, sans rien, donc qui pour moi était quand même très litigé, avec des tarifs à 3 € par élève. Là aujourd'hui, on est sur une intention entre 1,30 € et 1,35 € par élève hors taxe, il faut préciser, qu'on va devoir prendre sur les ressources de la commune. Cette délibération qui est présentée ce soir, c'est une délibération d'intention d'adhésion avec la désignation d'un représentant. Je ne vais pas mâcher mes mots et je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. On est pris à la gorge, on est mis devant le fait accompli. Je propose que M. Wallerand nous représente la commune dans le syndicat Fibre, qui est le seul
avoir le marché et on peut s'y rattacher et on reverra toutes les délibérations après à la métropole qui va coordonner parce qu'on aura quand même 95 élus de la MEL. Il y aura plus d'élus de la MEL que l'ensemble des Hauts-de-France vu que ce sont les syndicats intercommunaux qui prennent la compétence. Bon, après, on verra comment ça va être gouverné, ce machin, si je peux me permettre l'expression. Moi, je n'ai pas envie de donner un blanc-seing ce soir. Je pense que personne ne doit s'opposer à cette délibération. Mais je pense qu'on doit être une infime minorité à voter pour. Je pense qu'il serait utile que beaucoup de personnes s'abstiennent, voilà, qu'il n'y ait pas de non-participation au vote. Mais pour les enfants et pour les enseignants qui travaillent pour les enfants, pour les familles et pour l'école de la République, on ne peut pas supprimer l'outil. Mais franchement, avoir des décisions, des débats en 2021 et nous dire, grâce à la rectrice, parce que si la rectrice ne nous avait pas envoyé de courrier, pour une fois que je défends l'éducation nationale au niveau des hautes sphères, quand même, mais sans cette alerte, on en serait où? Voilà. Donc, voilà ma réaction. Enfin, je pense que tout le monde est à peu près d'accord, donc on n'aura peut-être pas forcément les mêmes termes, mais voilà, je ne sais pas s'il y a des remarques et des questions. Monsieur Boels. Bonsoir. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus. Donc, concernant le NT, donc, le marché devait prendre fin juin 2023, et donc le nouveau marché a été signé en mars 2023. La rentrée 2023 s'est déroulée avec le service de l'ENT maintenu pour tous, puis vous avez été informé du désengagement de l'État et de la région ainsi pour la prise en charge du coût de ce service. Comme vous, nous pensons que cela n'est pas correct d'agir de cette façon en mettant les communes devant le fait accompli, si je peux m'exprimer ainsi. Que faire? Refuser le coût de ce service et mettre ainsi élèves, parents et enseignants dans l'embarras? C'est une charge financière supplémentaire pour notre commune où chaque dépense doit être réfléchie au vu de la situation financière. Cependant, celle-ci nous paraît nécessaire et incontournable. Nous notons bien que les informations concernant ce dossier vous sont parvenues tardivement, voire après coup, mais il est de notre devoir d'assurer les meilleures conditions de travail et de suivi pour nos enfants des écoles de notre commune. Voilà, monsieur le maire, merci. Très bien. De toute façon, je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Alors, je ne veux pas faire du Georges Marchais, mais c'est un scandale, cette histoire. Et donc, je vais demander, en tout cas pour la majorité, que seule Madame 16 vote pour et que l'ensemble des élus de la majorité s'abstiennent sur la question. On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui vote pour? Donc il y a 4 votes pour et qui s'abstient. Donc si je comptabilise, 29 abstentions. Oui, pardon. En comptabilisant, donc nous avons 29 abstentions. La délibération est donc adoptée avec 4 voix. Merci. Merci pour le décompte et merci d'avoir voté pour que ça puisse profiter aux élèves. Ensuite, délibération sur la mise à disposition du personnel municipal au CIVU École du Petit Prince. Donc, comme vous le savez, depuis le milieu des années 2000, même je veux dire la deuxième partie des années 2000, je pense que c'est 2007, la date de l'ouverture de l'école et la décision de création de l'école vers 2004-2003, la ville partage le CIVU du Petit Prince avec la ville de Lannoy. Donc, les anciennes écoles Denis Cordonnier et Michelet. La convention de répartition des charges est comme suit. 50% de l'investissement est assuré par Nice, 50% par Lannoy, et après le reste est dû à la proportion du nombre d'élèves lannoyens et niçois. L'usage de l'école
en 2004-2007 n'est plus celle d'aujourd'hui. Les exigences informatiques, vous voyez, on fait une transition aussi là-dessus, ne sont plus les mêmes. Il y a un portail famille qui existe aujourd'hui qui n'existait pas à l'époque. Même s'il y avait la Pussycart qui était un véritable four. Bon voilà, je dis, moi j'étais en bas de l'échelle, j'ai jamais rien compris. Voilà. Mais c'était l'expérience. Malgré tout, aujourd'hui le portail famille fonctionne. C'est une très bonne chose. Et on voit aussi que les coûts de personnel sont de plus en plus importants pour cet établissement. Donc pour la ville de Lys et la ville de Lannoy, nous souhaitons partager le temps restant pour un agent qui puisse travailler dans les services de la ville de Lys-les-Lannoy. Sera affecté dans un service particulier et il suivra toujours les dossiers internes du CIVU, donc sur la quotité de temps, c'est effectivement dans la délibération, surtout le suivi du personnel et sur le suivi RH et la gestion des plannings, parce qu'il faut bien un coordinateur là-dessus. Donc 50% de son temps ville, 50% du temps pour le CIVU. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Mise à disposition de personnel contractuel pour le CD, via le CDG. Bonsoir à tous. Alors c'est une délibération qui prévoit que les centres de gestion peuvent recruter des agents au vu de les mettre à disposition des collectivités et des établissements territoriaux de leur ressort pour assurer le remplacement des agents territoriaux momentanément indisponibles afin d'effectuer des missions temporaires ou pourvoir un emploi vacant qui ne peut être immédiatement pourvu. À ce titre, le CDG 59 met à disposition de la collectivité des agents qualifiés, dotés d'une expérience adéquate et recevant une formation constante dans le domaine de la mission sollicitée. La personne qui sera mise à disposition, elle va exercer ses fonctions afférentes à l'emploi désigné auprès du service qui va être concerné de la collectivité. Le travail sera forcément organisé selon les modalités précisées par l'autorité territoriale. Le CDG 59 assure la gestion administrative de l'agent mis à disposition et lui verse sa rémunération sur attestation du service fait. La convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. À défaut de dénonciation par les deux parties, elle est tacitement renouvelable pour la même durée dans la limite de 2 renouvellements. Y a-t-il des questions? Des questions, des remarques? Micro. Pour préciser, c'est surtout pour la formation des secrétaires de mairie. Vous avez tous entendu au niveau national dans les médias que les petites communes, il n'y a pas de petites et de grandes communes, parce qu'on a toute la même mission, c'est faire vivre la République sur nos territoires. Mais qui ont des moyens plus faibles, ils ont du mal à recruter les secrétaires de mairie. Pour nous, c'est un DGS. Et il faut une formation, parce qu'ils ont du mal au niveau d'abord pour former les agents. Donc la ville de Lys se propose d'accueillir ces agents et qui vont donc dans plusieurs services. Et c'est un partenariat, à notre sens, gagnant et gagnant. Donc s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc nous arrivons à l'ordre du jour fixé au départ. Pour la décision modificative de crédit que j'ai déjà annoncée, je vous propose donc de lire dans les grandes masses et s'il y a des questions, y répondre. Donc au niveau des dépenses, comme on a des recettes supplémentaires que je vais donner après, on prévoit d'ajouter un peu plus de 86 000 € sur l'énergie et l'électricité. 40 000 600 € pour les dotations provisions pour risque, 12 150 € pour les autres contributions,
Une subvention du fonctionnement CCS d'un peu moins de 135 000 euros. Un virement interne que vous voyez à hauteur de 20 000 euros. Donc des dépenses estimées à 274 597 euros. Avec des recettes supplémentaires de fonctionnement, autres attributions et participations, 384 597 euros qui proviennent du filet de sécurité de l'État. Alors je sais, on a à la fois la chance et la malchance de l'avoir. La chance, parce que dans la situation actuelle, c'est bien d'avoir ces 384 000 euros, mais la malchance, ça veut dire que la situation est quand même pas évidente avec les dépenses d'énergie. Je tiens à préciser aussi que le Civu du Petit Prince a touché le fonds de secours et que la piscine des Trois Villes également a touché ce fonds de secours car les dépenses d'énergie ont fortement augmenté et qui ont réduit notre épargne nette pour l'année 2022. On a bien fait tout de même, même si on pensait l'avoir, de ne pas demander d'avance de l'État. Parce que certaines communes ont demandé l'avance, et comme l'État s'est aperçu que les critères n'étaient pas forcément respectés pour en bénéficier, ils ont demandé un remboursement aux communes. On aurait été dans une situation encore plus compliquée. Ensuite, signe des temps malheureux, une diminution des droits de mutation de 110 000 euros. Voilà, le nombre de ventes de maisons diminue, enfin de biens immobiliers, pas forcément que des maisons, diminue fortement. Et je pense que c'est, de toute façon je sais très bien que c'est partout pareil, hein, parce qu'avec d'autres élus locaux on en parle régulièrement. Il y a aussi très peu de mutations dans le parc de logements sociaux. On a énormément de demandes, mais très peu de personnes qui souhaitent quitter leur logement, car la situation nationale et internationale prête plus à... On reste, on attend, voilà, on est dans une situation beaucoup plus attentiste qu'à prendre des risques et à bouger. Comme quoi, avec les sous, on voit beaucoup de choses quand même. Hein. Au niveau des recettes d'investissement, donc 19 500 euros qui proviennent du Cimeret. Subvention non transférable, 71 669 euros. C'est une subvention de la métropole pour la toiture photovoltaïque de l'école Paul Bert. Heureusement qu'il y a la MEL et pas l'État. Je ne peux pas dire ça, parce que c'est pas vrai. L'État nous donne quand même un fonds de secours. Mais bon, il y a des fonds verts, il y a des fonds pour réhabiliter les écoles, et l'État n'a pas donné cette année à la commune. On a également eu une subvention de la métropole concernant la rénovation de l'éclairage public, un peu plus de 8 300 euros. Je rappelle quand même qu'on a 70% de notre parc qui est en LED, et la moyenne de France est à 30%. On est complètement à l'inverse de la moyenne nationale. Ensuite, on a eu 774 euros et 48 centimes de la CAF pour un mobilier d'ALSH. On a également eu, on a après des amortissements à 20 000 euros, un recours à l'emprunt diminué d'un peu plus de 100 000 euros, un besoin de recours à l'emprunt et un virement à la section de fonctionnement de 20 000 euros. Qui correspond à la ligne dessus, mais c'est une écriture contraire. Y a-t-il des questions, Monsieur Blondel? Oui, bonsoir à tous. En commission finance, Monsieur le maire, vous nous avez mentionné l'arrivée de la prochaine facture d'énergie de gaz. Le prix du gaz a baissé de plus de 13% sur le marché de gros. Le mégawatt est passé de 45 euros à 39 euros, le prix du gaz étant revenu au prix où il était vendu en juillet 2021, sauf quelques mois avant l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. Certes, les stocks existants ont été préachetés. Avant cette baisse, ce qui augure une baisse pour 2024, voire fin 2023, le montant de cette nouvelle inscription de 19% par rapport à l'inscription initiale est-elle justifiée? Sachant qu'au BP, vous aviez inscrit 440 000 euros, au compte
l'ancien compte administratif, vous n'aviez dépensé qu'à peu près 440 000 euros. Là, vous inscrivez bientôt 20% de plus. Je ne pense pas que quelques mois d'ici la fin de l'année, la commune va dépenser 20% de plus sur le gaz ou l'énergie. Et est-ce que vous aviez reçu votre facture de gaz diminuée, d'après vos dires, en commission finance? Votre remarque est totalement compréhensible et je n'ai pas aujourd'hui la facture de gaz. D'ailleurs, c'est toujours très compliqué de comprendre les factures de gaz en collectivité. J'ai reçu la semaine dernière un agent comptable de la trésorerie et qui aussi essaie de comprendre ces factures. Je ne vais pas parler de notre prestataire, parce que c'est partout pareil, avec des DGU, avec des points où on ne peut pas avoir des factures au mois, enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui sont compliquées. J'espère que cette situation, je vais vous répondre, hein, mais que cette situation pourra être corrigée avec le prochain marché de chauffage pour les bâtiments municipaux, celui-ci se termine en juin 2024, si je ne dis pas de bêtises. Donc dans le prochain marché, on mettra dans les conditions une facture au mois pour qu'on puisse, voilà, au niveau de la trésorerie, savoir ce qu'on paye et avoir une plus grande visibilité. Le risque d'atteindre, de dépenser tous les crédits affectés en plus des 86 000 euros, je n'ai pas les factures aujourd'hui et je me suis engagé à vous les donner et à les transmettre dès qu'on les aura, enfin en tout cas à vous les transmettre, est quand même très limité. Il y a peu de chance. Sauf que dans la situation actuelle, en ayant reçu une subvention, enfin pas une subvention, mais un soutien de l'État de 384 000 euros, au niveau des dépenses de personnel, on a réussi à maintenir, voire à être en dessous des prévisions, selon, voilà, je parle bien aujourd'hui. Il me semblait plus logique de l'affecter dans le poste qui nous a fait exploser nos dépenses de fonctionnement l'année dernière, c'est-à-dire les fluides, donc eau, énergie, enfin surtout électricité et gaz. Voilà pourquoi. Maintenant, vous savez comme moi comment fonctionne la comptabilité publique. Ça servira pour l'excédent de l'année 2024. Enfin pour, voilà, c'est l'excédent 2023 qui ira pour financer les dépenses de fonctionnement de l'année 2024. Je vous rappelle aussi, je l'ai dit en commission finance, que quand on a reçu cette notification, il nous était indiqué aussi au départ qu'il fallait l'intégrer dans le compte administratif 2022. Et après, les services préfectoraux ont dit bah, on va plutôt, mettez-le plutôt sur l'année 2023 plutôt que l'année 2022. C'est sûr que comme les comptes administratifs étaient adoptés avant juin, ça aurait été quand même compliqué de revenir à juin 2023. Voilà ma réponse. J'espère qu'elle vous satisfait un petit peu. Mais après, vaut mieux ça, dire qu'on a eu de l'argent en plus et l'affecter de cette manière, plutôt que dire qu'on doit retirer pour réaffecter autre part. Je suis tout à fait d'accord avec votre raisonnement, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur les excédents comme dans les années précédentes. J'ai regardé cet après-midi le compte administratif de 2022. En charge générale, vous aviez 10% d'excédent. Alors, où est votre budget? C'est assez véritable. On n'en est pas au débat budgétaire, vous le savez bien, mais je me pose des questions. Avoir, alors, on va interpréter ça comme de l'humour, mais les budgets de 1995 à 2013 étaient quand même un peu plus prévisibles que les budgets depuis 2020. Quelle va être l'augmentation du point d'indice? Parce que je parlais de la masse salariale,
et quelle va être aussi l'augmentation des prix. Compliqué. Donc, effectivement, on met là où il y a le plus de risque d'avoir une inflation dans ces dépenses, une explosion des charges. Je parlais du personnel parce que c'est une remarque qui est une petite musique qui est souvent donnée, mais on doit quand même provisionner un peu plus au niveau du personnel parce que quand on a des arrêts maladie, on doit les remplacer. Il n'y en a pas de recette en face. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut provisionner. Maintenant, je préfère qu'on me dise, on revient à des excédents qu'on avait aux exercices passés, plutôt qu'avoir la situation, on ne sait pas comment on va terminer l'année. On va terminer l'année 2023 tranquillement si les choses ne changent pas. Alors, est-ce que ça va pas changer? Franchement, dans le monde actuel, du jour au lendemain, c'est ce que je dis souvent. Mais, pendant une épidémie mondiale, avec une inflation généralisée, avec une guerre aux portes de l'Europe, avec des produits qui manquent, avec un conflit au Proche-Orient, avec des émeutes au bord de la commune, sincèrement, depuis la libération, je ne pense pas qu'il y ait eu des mandats aussi difficiles. Attention, hein, voilà, ça va, je ne me plains pas, mais je pense qu'après provisionner toutes ces dépenses, savoir comment la ville va pouvoir tourner, c'est quand même assez compliqué. Maintenant, si je peux me permettre l'expression, il y aura le bulletin financier au compte administratif. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques, Mme Vanov? Monsieur le maire, mesdames les élus, bonsoir. Je prends bien évidemment la parole au nom du groupe des élus d'Agir Ensemble. Lors de la préparation de ce conseil, nous avons échangé au sein de notre groupe sur cette décision modificative de crédit. La recette inscrite au titre du versement du filet de sécurité nous interpelle plus particulièrement, tout comme vous l'avez annoncé au début de ce conseil. Le décret précisant les modalités de mise en œuvre du filet de sécurité permettant de compenser la hausse des prix des dépenses énergétiques que les collectivités subissent encore en 2023 est paru au journal officiel du 16 juin. Le dispositif prévoit le versement d'une dotation aux collectivités dont l'épargne brute, donc c'est-à-dire la différence entre les recettes de fonctionnement et leurs dépenses de fonctionnement, aura baissé de 15% cette année. Cette mesure permettra donc à notre commune certainement d'éviter de dégrader de manière plus importante la situation financière délicate, ça vous l'avez également dit. Mais nous devons toutefois vous faire remarquer que seules 2942 collectivités territoriales bénéficieront in fine de cette aide, d'autres devront la rembourser, comme l'a annoncé Elsa Schalk lors de son intervention au Sénat. Donc le fait de pouvoir bénéficier de ce filet de sécurité montre bien que nos finances sont fragiles, et on a calculé, donc l'Islanois fait donc maintenant partie des 8,17% des communes les plus fragiles de France. Et on voulait également le souligner ce soir. Merci. On peut le voir dans votre sens, mais on peut aussi le voir dans un autre sens qui est le mien. C'est que, auparavant, on avait déjà taillé dans pas mal de dépenses inutiles. On avait déjà réduit pas mal, inutiles, oui et non, parce que les choses qui n'étaient pas forcément inutiles, mais qui nous paraissaient disproportionnées par rapport à la taille d'une autre commune. Donc au final, quand on a moins de charges, et on a fait hyper attention, qu'est-ce qui se passe à un moment quand on a eu ce filet? Alors vous dites qu'on est dans une situation difficile. On n'est pas dans une situation facile, et très peu de communes de France sont dans une situation facile. Il y a des communes qui vivent avec une perfusion de la DSU. Quoi qu'il arrive, l'État va les aider. Un peu le système social en France déjà d'ailleurs. Mais il y a aussi la grande ville de Lille qui l'a touché. Voilà. Donc il y a d'autres villes qui touchent cette. On n'est pas les seuls à la toucher, cette aide. Je pense que l'année 2022 était une année compliquée, également parce qu'on était à la fin de l'investissement du cycle Paul Bert. On est quand même sur presque 10 millions d'investissements en quelques années. Il a fallu emprunter en partie,
Et heureusement, je suis bien heureusement, parce que j'ai dit des choses qui... j'ai aussi des choses qui ne vont pas. Mais encore heureusement qu'on a fait ce projet avec 2 tranches. On n'aurait pas été dans la capacité de financer l'école maternelle et la cuisine centrale la même année en année Covid. On aurait été, mais dans les choux. Complètement. Là, on aurait dû exploser l'augmentation des impôts en 2021. Jusqu'à preuve du contraire. Et on peut comparer année par année. Mais pour la Lissois, le taux de la taxe foncière n'a pas augmenté. Le tarif de la restauration municipale n'a pas augmenté. Je pense sincèrement qu'il faut éviter de faire ces comparaisons pour ne pas mettre d'autres communes en difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, on a investi dans une école, dans une restauration de qualité, on investit aussi dans un éclairage public où tout le monde est en train d'essayer de nous rattraper maintenant. Voilà, ils font ça, mais nous, ça a déjà été lancé il y a 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans. Mais l'effectivité, ça se voit quand les lampadaires commencent à être changés depuis 2014. Voilà, il faut comparer des choses comparables. J'ai toujours alerté sur la fragilité des finances de la commune. Et toutes les communes sont plutôt fragiles, parce que du jour au lendemain, comme chaque ménage, on peut très vite tomber, c'est toujours plus compliqué de remonter. D'ailleurs, quelquefois, on m'a même dit que j'étais trop prudent. On m'a même fait le reproche d'être trop prudent. Je ne me réjouis pas que la ville touche le filet de sécurité, mais sincèrement, au niveau financier, je ne peux pas dire qu'on va passer un bon Noël, parce que c'est... Mais en tout cas, les Lissois peuvent être rassurés sur la situation de la commune pour la fin d'année 2023 et pour le début de l'année 2024. Peut-on passer au vote? Pas de remarques. Donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer aux avances sur les subventions de l'année prochaine. Donc, je vais demander aux personnes qui sont membres de ces différentes structures, et je vais les lister, de ne pas prendre part au vote. Je pense qu'il y aura tout de même des questions, mais ce sont des délibérations classiques. Donc, pour l'Office municipal des sports, on vous propose donc une avance de subvention de 5 000 €. Ne peuvent pas voter M. Ledru, Mme Lulanic, M. et Mme Ménager, M. Poels et M. Pilois. Y a-t-il des commentaires ou des remarques? Non, donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Centre communal d'action sociale. Donc, comme c'est un centre communal d'action sociale, les membres élus peuvent quand même voter. Hein, voilà, même un maire peut aussi voter une subvention pour sa commune à la métropole. C'est pas forcément évident à comprendre pour certains services juridiques, mais bon, c'est tout à fait logique. Donc pour éviter d'éventuels problèmes de trésorerie, on vous propose une avance de 120 000 € pour l'année 2024. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Qui s'abstient, qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Avance, subvention pour l'association Espoir. Donc on vous propose une avance, enfin suivant la demande de 20 000 €. Donc messieurs Debril, Desbouvry, Mme Ferrand, monsieur et Mme Ménager, monsieur Pilois ne peuvent pas voter. Y a-t-il des remarques ou des questions? Monsieur Landré. Bonsoir monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Mes collègues étaient venus voir hier pour avoir des informations sur les comptes de l'association Espoir, compte que nous avons reçu tout à l'heure vers 17 h. Donc j'ai pris un peu connaissance des éléments, mais bon, il y avait 62 pages, donc c'est vrai que j'ai pas tout en tête. Et en plus, ça concernait l'année 2022, j'aurais voulu des éléments pour l'année 2023. Donc je m'exprime bien sûr pour le groupe,
Je ne vais pas revenir sur le détournement de fonds des 250 000 € puisque l'instruction est en cours et que cette affaire devrait être jugée normalement dans les tout prochains mois et a priori pour le mois d'avril. Cependant, si nous ne doutons pas d'un contrôle beaucoup plus strict de la part des élus de la majorité siégeant au conseil d'administration, associations ni des services municipaux habilités, nous aurions voulu des précisions sur les points suivants. Donc, dans les documents transmis, il y avait une demande de 20 000 €. Est-ce qu'elle a été détaillée par l'association sur différents postes de dépenses? Quel sera le solde au 31 décembre 2023? En avez-vous connaissance? Donc, est-ce que cette demande de subvention est justifiée par rapport au solde existant et sur le fonctionnement dans les prochains mois? Alors, la délibération, vous l'avez depuis autant que vous auriez pu me faire le reproche sur la délibération précédente qu'on a inscrit au dernier moment. Vous aviez l'avance de subvention depuis un moment. Si vous aviez demandé les éléments la semaine dernière, et pas hier soir, vous auriez eu les éléments plus vite, vous auriez pu regarder un peu plus attentivement l'ensemble des comptes. Mais effectivement, c'est l'année 2022 parce que ces marqueurs et ces budgets, c'est sur une année civile. Le montant que le conseil municipal et que la commission va examiner, je ne peux pas vous le donner aujourd'hui. La commission ne s'est pas réunie, le conseil municipal aura lieu début d'année prochaine. L'avance de subvention, c'est pour éviter les problèmes de trésorerie de la structure pour qu'ils puissent payer, en tout cas pour que nous, on puisse avancer les frais des services qu'ils vont nous rendre pour le début d'année. Vous les connaissez aussi bien que moi, je vais quand même répéter quelques-uns. Pour faire traverser devant les écoles, pour des prestations de nettoyage, et pour d'autres petites prestations. Voilà, on parle de cette fourchette. C'est sûr que pour le personnel, on ne va pas mettre en difficulté les traitements du personnel par rapport à cette subvention. Je pense qu'on aura donc l'occasion d'en reparler lorsque nous aurons les éléments de 2023, le solde de 2023, et on en reparlera au budget ou au DOB à ce moment-là. D'accord, merci. Effectivement, il n'y a rien à cacher, et ce qui a pris du temps, et ce qui a empêché, parce que M. Dégès m'en a informé tout à l'heure, votre demande d'hier soir, c'est juste de pouvoir cacher les numéros et les adresses de certaines personnes, mais les chiffres, rien n'est arrangé. Voilà. Donc non, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Donc on peut passer au vote. Qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour? Adoption à l'unanimité. Voilà. On a quand même quelques-uns qui suivent. C'est comme quand on va au stade, il y en a qui ne font pas là ou là, et puis il y en a qui ne font pas. Provision, litige. Donc, comme vous le savez, c'est examiné en commission. Nous avons un litige, un contentieux avec un individu. Donc, ah oui, l'amicale du personnel, pardon. Ouais, mais d'autant plus que je ne peux pas voter M. Landré non plus. Donc c'est pour ça que je l'ai passé. Merci Madame 16 de m'avoir fait le rappel. Donc une avance de 5 000 € pour cette subvention. Donc il n'y a pas de question, je suppose. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Je tiens à préciser aussi, et ça c'est aussi une des fiertés qu'on peut avoir, c'est qu'on est dans l'une des dernières communes à avoir une amicale du personnel qui est gérée par les membres du personnel. Beaucoup passent par des prestataires. Ça c'est une excellente chose pour la cohésion du personnel municipal, et ça veut dire aussi qu'il y a aussi un esprit de camaraderie.
Donc provision pour litige et contentieux, donc je vais répéter un peu ce que j'ai dit. Donc on a un litige avec quelqu'un qui était dans les effectifs de la ville. Comme vous le savez, l'instruction M57 a été, on a pu la critiquer, moi je la trouve plutôt bien, et avec cette règle comptable, nous devons provisionner les risques au maximum de ce que on risque dans une procédure juridique ou judiciaire. Donc là, on doit l'inscrire au budget et effectivement, si, et ce qui risque fortement d'arriver, vu les référés qui ont été rejetés pour le demandeur, l'argent sera reversé au budget général du NDM et on ne le mettra pas sur les énergies et on ne le prendra pas. Voilà. Y a-t-il des remarques ou des questions? Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Et je tiens à préciser que l'ensemble de la commission finances personnelles sera informée des suites de cette affaire. Modalités et tarifs d'allocation des salles municipales. Donc vous avez eu la délibération. Donc on change certaines modalités de facturation dans le sens où auparavant pour la ferme du Gauquier il n'était pas possible d'avoir la salle le samedi midi. Là la ferme du Gauquier sera disponible et les tarifs journée correspondent à la journée. Auparavant il y a un tarif journée qui pouvait quelquefois correspondre à week-end. Donc voilà, il y a des choses qui ont été précisées avec des arrondis pour le tarif des locations. Ça aussi, nous sommes à Vichy-la-Loi et nous sommes dans l'une des dernières villes d'ailleurs qui prêtent encore des salles à des particuliers. De moins en moins de villes prêtent des salles pour les mariages, pour des fêtes, pour les anniversaires. Beaucoup de villes ne les prêtent plus. Donc nous on trouve ça c'est important. Voilà, y a-t-il des questions, des remarques? Pas de remarques, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Personnel municipal. Mise à disposition du Val-de-Marne, effectivement. Donc, comme vous le savez, la ville est membre du syndicat instructeur du droit des sols auprès du syndicat Val-de-Marne, avec les villes de Hem, Forêt, Lers, Touflers. Il y a deux villes, il y a William également, et nous sommes membres fondateurs de ce syndicat. Nous sommes avec la ville de Hem les seuls contributeurs en personnel. Les autres villes contribuent uniquement en argent. Nous avons un agent qui est mis à disposition d'une certaine manière pour l'instruction de dossiers. Ce qui arrive assez rarement, mais c'est aussi une bonne chose quand on a des dossiers intercommunaux qui concernent par exemple le parc d'activité ou la zone commerciale des Verviers ou d'Auchnetz. Donc on a une mise à disposition et le taux est de 55% et non de 60% comme il avait été indiqué. Donc je précise, c'est bien 55% comme instructeur du droit des sols pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2023. Voilà, y a-t-il des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Donc, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Cimetière communal. Bonsoir à tous. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les nouveaux tarifs ci-après à compter du 1er janvier 2024 concernant les concessions et funéraires. Il s'agit d'une légère augmentation de 5%
arrondi à la décimale supérieure. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Signature de la deuxième convention territoriale globale 2024-2028, Ville de Lys, Caisse d'allocation familiale du Nord. Madame Cesse. Bonjour à tous. Cette délibération concerne une convention de partenariat entre la ville de Lys-et-Hanoï et la Caisse d'allocation familiale. Donc c'est la signature de la deuxième convention territoriale globale pour la période 2024-2028, c'est-à-dire le nouveau dispositif de la CAF qui fait suite au contrat enfance-jeunesse. Il a été signé une première fois en 2021 et il est donc maintenant reconduit pour cette période 2024-2028. Donc c'est, comme le nom est indiqué en tête du document, c'est une convention de partenariat entre la ville et la CAF. Il s'agit donc d'une démarche qui a pour but d'élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle permet à la ville de continuer à percevoir des financements, mais aussi de mettre en place, d'une manière locale, d'autres actions. Le fléchage actuel de nos actions est la petite enfance, l'enfance, la jeunesse et le logement, en particulier la lutte contre l'insalubrité. Les financements qui sont octroyés par la CAF font l'objet de conventions d'objectifs et de financement et qui sont à renouveler quand elles arrivent à échéance, ce qui est le cas actuellement. Et donc, après examen en commission enfance, jeunesse, etc., il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention territoriale globale. Et je pense que monsieur le maire aura des commentaires à faire. Une précision juridique, c'est une convention d'adhésion, parce qu'on signe ou on n'a pas l'argent. Voilà, y a-t-il des remarques ou des questions? Parce que la négociation avec la CAF... S'il n'y a pas de remarques, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? La délibération est adoptée à l'unanimité. Projet. Bon, alors je signale que la CAF, moi j'ai plus rien. Donc je suis pas content. C'est peut-être pour le projet que tu veux quelque chose. La délibération suivante concerne l'école Saint-Luc et donc la subvention qu'on doit accorder à l'organisme de gestion qui gère cette école. Cette subvention et cette délibération est classique, elle est habituelle, on la vote tous les ans à cette période. Elle permet de participer aux frais de fonctionnement de l'école pour la période qui précède le vote du budget primitif 2024 et donc il convient de prévoir un acompte de 70 000 € sur la subvention qui sera attribuée pour l'année 2024. Et donc après examen en commission de finances, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de cet acompte. Monsieur Powell? Non, rien. Non, je voulais avec le micro, donc voilà. C'était pour ça que j'ai fait le micro, monsieur. Y a-t-il des questions, des remarques? On verra le coup de l'élève voilà, au mois de mars. Y a-t-il des questions, des remarques? On peut donc passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? La délibération est adoptée à l'unanimité. Monsieur Poilerand. L'Interco. Oui, donc l'Interco, comme vous savez, Lys-et-Hanoï fait partie d'un rassemblement de communes informel, où une convention avait été signée il y a des années pour les échanges d'enfants, des transferts d'enfants, donc des enfants qui partent de Lys pour aller être scolarisés dans une autre commune et inversement, où nous acceptons des enfants des communes voisines. Avec en jeu des subventions qui répondent à des critères bien déterminés. Donc rien n'a changé au niveau du
fonctionnement de cette convention. Simplement, toutes les communes ont validé le principe d'une dématérialisation du traitement des dérogations scolaires. Concrètement, ça veut dire qu'on ne passera plus par du papier ou par des envois postaux, mais par une plateforme qui sera gérée par la ville de Mouveau et par un coût de 250 € la première année. Donc l'avantage, c'est moins de papier, moins de traitement papier, avec des listes plus fiables, notamment pour le paiement des subventions et la réception des subventions des autres communes, et aussi une lisibilité des dépenses et des recettes de subventions. Le montant ne change pas, on est toujours sur 184 €. Donc il est demandé donc au Conseil de valider cette dématérialisation. Y a-t-il des remarques ou des questions? Non, on peut donc passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Restauration scolaire, révision tarifaire. Je vais laisser M. Wallerand présenter cette délibération. Oui, donc il s'agit d'une délibération donc, en faveur des familles d'accueil. Pour rappel, les familles d'accueil, ce sont des familles qui prennent en charge des enfants qui ont été retirés de leurs parents biologiques. Donc on s'est aperçu que nous étions une des seules communes de l'intercommunalité à appliquer des tarifs en fonction du quotient familial de la famille d'accueil, alors que tous, ou presque, ont adopté le tarif le plus bas. Et donc, alors sachant que ces familles, elles apportent aussi un bien à la société, par justice sociale, donc nous souhaitons que ces familles puissent bénéficier du quotient, enfin du tarif quotient familial le plus bas. Voilà, et ça, il y avait une question qui avait été posée en commission. Le nombre de familles, on est autour de 4-5 sur liste noire. Si on était à l'Assemblée, on dirait que sur ce texte, il y a l'amendement Wallerand. Voilà, c'est M. Wallerand qui porte cette demande. Et je pense qu'on peut tous se réjouir, enfin on verra le vote, hein, mais je pense qu'on peut tous voilà, le remercier de cette proposition, car effectivement c'est un service qui est rendu à des personnes qui s'occupent d'enfants qui sont dans des situations parfois très difficiles, compliquées. Donc c'est une très bonne mesure. Y a-t-il des questions ou des remarques? Pour la forme, on va dire qui vote pour. Ça bien qu'il y ait toutes les masses. La délibération est adoptée à l'unanimité. Alors, Madame Cesse, règlement du multi-accueil. L'adhésion au LT, non, on l'a fait déjà. Je présente cette délibération au lieu de place de Manuela qui m'a donné son pouvoir. Cette délibération concerne une Xème modification au règlement de fonctionnement du multi-accueil. Suite à des remarques de la CAF, de la PMI, et également suite à un accord national entre la CAF et la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, et le fait que la MSA apporte une aide financière aux établissements d'accueil de jeunes enfants, il convient de modifier le règlement de fonctionnement du multi-accueil pour une application au 1er janvier 2024. Donc certaines précisions ont été apportées, particulièrement dans la partie financière, pages 5 et 6, sachant que désormais le tarif de tarification est annexé au règlement. En page 7, concernant le fonctionnement des pointages de présence, qui change de rythme, maintenant ça passe à la demi-heure. Dans les modalités d'admission, page 9, c'est-à-dire qu'en signant le contrat d'accueil, les familles s'engagent à participer à l'enquête filouée de la CAF
Ça veut dire qu'ils reconnaissent et acceptent le règlement de fonctionnement. Et enfin, il a été également précisé que le multi-accueil n'est pas en capacité d'effectuer de l'accueil d'enfants en surnombre, ce qui permet de sécuriser les choses et d'éviter les demandes et les questions, puisque nous, on n'est pas en état, effectivement, concrètement parlant, d'accueillir des enfants en surnombre. Ça fait partie du charabia. Voilà. Donc là, c'est du charabia petit enfant, c'est pas du charabia cœur. Donc, après examen en commission et d'une manière générale, ce sont pour cette fois-ci des changements, des propositions qui facilitent les choses, en particulier par exemple tout ce qui concerne le fait que tout soit dans le dossier d'admission et qu'on considère que du coup, les parents s'engagent et on suppose qu'ils sont d'accord avec tout ce qui est dedans. Et donc, c'est des choses plutôt positives et qui vont faciliter les choses. Donc, après examen en commission, vie scolaire, etc., il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver le nouveau règlement de fonctionnement du multi-accueil La Pépinière annexé à la présente délibération. A-t-il des remarques ou des questions? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? La délibération est adoptée à l'unanimité. Maintenant, on passe à un CRAC et une présentation qui est faite par Madame Demey concernant la CCA, donc la Commission d'accessibilité. Bonsoir à tous. Donc, présentation du rapport d'activité 2023 de la CCA. Pour rappel, la loi du 14 février 2005 impose à toutes les villes de plus de 5000 habitants de mettre en place une CCA. Le rapport d'activité annuel de la CCA doit obligatoirement être présenté au conseil municipal et ensuite envoyé en préfecture. En 2023, la CCA s'est réunie 5 fois. Après une visite d'évaluation de l'accessibilité du nouveau laboratoire Dianovi et de l'opticien Christ, le label handicap leur sera attribué en janvier 2024. En avril 2023, les membres de la CCA ont visité l'ESAT APF France Handicap du Haut-Vinage à l'Isle-et-la-Noix. En cette année 2023, la CCA a commencé la révision de l'agenda 22, lequel sera voté au conseil municipal de décembre 2025 pour la période 2026-2032. Les engagements révisés en CCA sont les suivants. L'engagement 5, pour une ville accessible et écologique, axée sur le développement durable. La révision a été faite avec la collaboration de Madame Nathalie Pastore-Top. L'engagement 11, pour un développement de l'offre d'activités et de loisirs et sportifs accessibles, la révision a été faite avec la collaboration de Madame Agnès Lelanic, de Messieurs Francis Ménager et Alexis Parzi de l'association EDM MVBL. L'engagement 3, pour un réel accompagnement vers l'autonomie. L'engagement 4, pour une aide au quotidien. L'engagement 9, pour un soutien municipal à dimension humaine aux personnes en situation de handicap. Ces 3 engagements ont été réalisés en collaboration avec Madame Maryse Legros et Monsieur Gaëtan Jeanne. Maintien de l'application Accéo, laquelle permet aux personnes sourdes et malentendantes d'accéder par téléphone au service de la mairie. Accéo est une application gratuite. Le rapport d'activité 2023 de la CCA sera disponible sur le site internet de la commune à la rubrique handicap. Je vous remercie. Alors ce CRAC n'appelle pas de vote, mais je souhaite remercier l'implication de la commission communale d'accessibilité, mais surtout de Pascal, voilà, qui est plus que l'élément central dans cette commission, et je bien plus les projets, la rénovation de certaines choses et le suivi. Donc merci beaucoup à toi Pascal pour cet investissement et pour cette délégation qui porte effectivement avec brio. Merci beaucoup.
Il reste les actes de décision du maire. Donc comme vous le voyez, je n'ai pas l'habitude de les commenter, mais cette fois-ci, je me dois de le mettre. Un petit point d'honneur à expliquer une décision où j'ai pris l'initiative de demander à un avocat de nous défendre dans un dossier d'urbanisme, car nous avons voté à l'unanimité l'inconstructibilité et la protection paysagère d'un terrain au Fresnois, et il y a une contestation de ce fait. Donc l'avocat défend la position de la ville et donc de la métropole aussi, qui est d'accord sur le sujet. Mais voilà, vous en êtes informé via l'acte de décision du maire, mais je souhaitais aussi le porter à la connaissance de tous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin d'année, comme on dit chez nous, un bon reste.